François Asselineau, vous avez choisi, vous, un dessin, une allégorie en quelque sorte. C'est à vous. Ah oui, c'est une caricature qui représente l'Union européenne tirée à hue et à dia par là une quinzaine de pays, en réalité maintenant 28. David Pujadas, vous avez dit tout à l'heure que vous ne pouviez pas organiser un débat à 14 et que vous aviez donc fait scinder 2 fois 7. Vous imaginez un débat à 28 avec 24 langues officielles différentes. En réalité, le problème de l'Union européenne, c'est que le concept est faux depuis l'origine. Ça fait maintenant 60 ans qu'on cherche désespérément quelle Europe on veut. Ça fait 40 ans que les représentants des partis politiques, surtout ceux de la deuxième session, la poule A, les nobles qui vont passer après, nous promettent à chaque fois un changement d'Europe tous les 5 ans, et ce changement n'arrive pas. Et pourquoi ? Parce que, vous me permettrez de citer, c'est un peu mon péché mignon, un proverbe chinois qui dit « Quand les cuisiniers se disputent, tout se refroidit ou se brûle ». La seule possibilité pour ça, maintenant, c'est de tirer les conséquences en adulte, de sortir de l'Union européenne et de nouer des coopérations avec les pays en fonction des sujets où on a des intérêts communs. C'est une photo agricole et en même temps de haute technologie avec un drone qui est en train de passer dans un champ. Pourquoi ? Parce qu'on parle presque pas d'agriculture dans cette campagne, alors que c'est quand même l'essentiel du budget européen et de ce dont la France profite aujourd'hui, et que je suis le seul à proposer qu'on augmente le budget agricole à la fois pour avoir une meilleure politique de la santé publique à travers l'amélioration de nos aliments, et puis une transition environnementale. 6 milliards sont donnés aujourd'hui à la Grande-Bretagne, et je propose que ces 6 milliards, une fois la Grande-Bretagne partie, on puisse les consacrer à l'agriculture, ça permet d'augmenter de 3 milliards le budget agricole. Mais en même temps, vous avez là une image du fait qu'à la fois dans l'agriculture mais dans le reste, on a besoin de technologie. Et l'Europe, c'est l'échelle qui nous permettrait, si on mutualisait la recherche, si on mutualisait nos efforts, de ne pas être décroché technologiquement par les États-Unis, par la Chine, par l'Inde demain. Et on a besoin, aussi bien dans le traditionnel que dans le nouveau monde, si j'ose dire, on a besoin de mutualiser nos efforts pour ne pas être dominé, pour ne pas subir le reste du monde. Et finalement, l'Europe, c'est fait pour ne pas subir ni la pression environnementale, ni la pression des grandes puissances. Merci, je précise que vous avez. Effectivement, j'ai choisi une image, c'est l'image des salariés de l'entreprise Connectivity qui sont en lutte en ce moment. Je les ai rencontrés il y a 2 semaines. Ces salariés, leur patron leur a dit 2 choses. Il leur a dit une première chose, nous allons délocaliser votre usine en Pologne. Et il leur a dit une deuxième chose, non seulement votre usine va être délocalisée en Pologne, mais je vous demande de former les travailleurs polonais qui vont vous remplacer. Je trouve que cette histoire, elle résume parfaitement l'Union européenne dans laquelle nous sommes aujourd'hui. C'est une Union européenne libérale fondée sur un principe, qui est le principe de la concurrence libre et non faussée, qui en réalité tire tout le monde vers le bas. C'est précisément ce qui ne fonctionne plus dans cette Union européenne-là. C'est ce qu'il faut changer. C'est ce que propose la liste que je conduis, en finir avec cette Europe de l'argent, construire enfin l'Europe des gens, l'Europe de l'humain et de la planète d'abord. François, de la jeunesse qui manifeste pour le climat et qui joue une grande partie de son avenir à cette élection européenne. Et pourtant, ce scrutin, il leur a été volé. Volé par Emmanuel Macron et Marine Le Pen qui ont décidé de confisquer cette élection et d'en faire un enjeu d'un scrutin intermédiaire national dans la course à leur prochain affrontement en 2022. L'Europe, c'est sérieux. Et ça mérite mieux qu'une confrontation entre les nationalistes et les libéraux d'autre part. Ça mérite mieux que cela, là où aujourd'hui les libéraux gouvernent partout en Europe, partout. Et là où partout les nationalistes montent, preuve qu'aujourd'hui Emmanuel Macron n'est pas l'antidote aux nationalistes, qu'il en est même l'accélérateur. Et parce que l'Europe c'est sérieux, j'ai voulu vous présenter à l'occasion de cette élection européenne un programme que nous avons travaillé dans le cadre de la seule liste transnationale, avec Yanis Varoufakis, pas de programme franco-français, seulement un programme immédiatement opérationnel au lendemain de l'élection européenne, parce que nous prenons cette élection au sérieux. Un Green New Deal, un grand plan d'investissement vert de 500 milliards d'euros, mais aussi pour retrouver confiance en l'Europe, une nationalité européenne, une nouvelle marche vers les États-Unis d'Europe. Florian, moi j'ai choisi l'usine Whirlpool, vous savez, on en a beaucoup parlé, qui était à Amiens. Et qui est parti en Pologne, qui a été délocalisé. Une autre délocalisation. Exactement, et il y en a beaucoup. On peut citer aussi Castorama, oui, c'est l'industrie, mais Castorama, il y a quelques mois, c'était ses services comptables, les services qui sont également partis en Pologne. Et je crois que ça illustre très bien ce qu'est l'Union européenne, c'est-à-dire quelque chose qui nous désarme. Vous savez, normalement, défendre et protéger, c'est la justification de l'existence d'un État. Et notre État ayant été dépouillé méthodiquement par l'Union européenne progressivement, nous n'avons plus la capacité de défendre et protéger. Et les premières victimes, ce sont les travailleurs français. Et ce sont les plus faibles, et les classes moyennes. Et ça concerne maintenant, je l'ai dit, y compris les services. Alors moi, je pense qu'on peut faire parfaitement autrement. On peut relocaliser en France, on peut recréer de l'emploi, on peut recréer de la croissance, de l'activité, du bien-être, de la protection dans notre pays. Mais on peut pas le faire avec l'Union européenne. Parce que là, Whirlpool, ça va bien pour elle. Pour l'Union européenne, au global, c'est une opération neutre. Mais pour la France, c'est perdant. Et moi, je ne souhaite pas qu'on continue dans un système perdant, systématiquement pour les mêmes. Francis est dans une cage, la cage est ouverte, l'oiseau ne s'envole pas. Et c'est l'image que j'ai de l'Europe en fait. L'oiseau ne s'envole pas parce qu'il ne sait pas qu'il peut voler, et il ne s'envole pas aussi parce que la cage est son univers. En fait, l'Europe, c'est une structure politique consultative qu'on veut faire passer pour une structure politique contraignante. Alors qu'il y a de très très bonnes idées qui sont proposées par l'Europe, et si notre gouvernement suivait ces idées, il trouverait beaucoup de solutions, notamment sur le plan en ce qui concerne le pouvoir d'achat. Mais c'est pas ce que fait notre gouvernement. Notre gouvernement, il ne se préoccupe que des intérêts particuliers qui l'ont porté au pouvoir. Et c'est ce qu'il faut faire cesser. Et nous, les 79 gilets jaunes qui composent cette liste, nous voulons entrer à l'Assemblée européenne justement pour mettre en minorité ce gouvernement, Félon, et aussi pour faire pression sur lui, de manière à ce que sur le plan national, il prenne les bonnes idées de l'Europe et pas les mauvaises. L'image d'un magasin d'Auchan, moi. D'Auchan, parce que Auchan, vous le savez, a décidé de fermer donc 21 de ses magasins. Et ça veut dire donc 700 employés qui sont sur la sellette. Alors vous voyez là, c'est pas une délocalisation, hein, mais c'est un groupe qui a décidé effectivement eh bien, de supprimer ces emplois. Alors je pense que ces salariés ne sont pas victimes de l'Union européenne. D'ailleurs, ceux des délocalisations de Whirlpool ne sont pas victimes de l'Union européenne. Ils sont victimes des choix qui sont réalisés par une poignée de grands actionnaires, alors en l'occurrence de Carrefour, au rang desquels il y a une grande famille très fortunée, la famille Mullier, avec 38 milliards. Donc ils sont victimes de l'exploitation, la loi du profit qui est imposée par cette classe capitaliste. Alors moi dans cette campagne, quand j'entends
les uns dire que l'Union européenne est la source de tous nos maux, les autres nous expliquer que c'est notre seule planche de salut, je pense que tous se moquent des travailleurs. La réalité, c'est que quand on est salarié, quand on galère pour trouver un boulot, quand on galère en ayant un travail parce qu'en fait on est mal payé et à la retraite parce qu'on a une petite retraite, et bien on est victime d'un système capitaliste, effectivement, qui ne jure que par ses profits. Et moi, dans cette élection, j'appelle les travailleurs à dire qu'ils sont conscients de leurs intérêts, qu'ils appartiennent à ce camp-là et qu'ils doivent se défendre de cette classe sociale. Voilà, pour ce premier tour de table, une précision. À peine 30% des recommandations européennes qui sont suivies par les États-nations. Et quand ça les arrange, ils les suivent. Quand ça les arrange pas, ils les suivent pas. Et donc, de ce point de vue-là... Je ne pense pas que ce soit du tout l'avis de François Asselineau. De ce point de vue-là, ça ne changera pas grand-chose. Mais pour nous, ce qui est très, très important, c'est de savoir ce que pensent les électeurs et les électrices qui vont voter Donc, pour nous. vous les consulterez de toute façon, avant même que ce soit discuté au Parlement. Exactement. Et comme ça, nos voix ne seront pas achetables par les lobbies. François Asselineau. Ce que je proposais lors de l'élection présidentielle, c'était de porter tout de suite le SMIC à 1 350 € net pour les Français. Ça, c'est une mesure qu'il faut d'urgence prendre parce qu'il y a un vrai problème de niveau de vie en France. Maintenant, tout le reste qu'on a entendu, c'est du pipeau. Pourquoi c'est du pipeau? Parce qu'au même moment, en ce moment même, vous avez en Bulgarie, en Estonie, des débats à la télévision avec des gens qui se disent « Jamais nous n'allons empêcher les délocalisations parce que c'est ça qui nous profite à nous, donc nous nous battrons pour permettre les délocalisations venues des pays de l'Est. Jamais nous ne procéderons à un SMIC parce que les autres voudraient nous mettre à un SMIC qui rendrait non compétitif notre économie. » C'est-à-dire, je voudrais rappeler ici aux auditeurs, aux téléspectateurs, qu'il y a 751 députés européens, qu'il là, il s'agit d'en élire 79 Français, que la Pologne et la Roumanie à L2 ont déjà plus de députés que les Français. Oui, mais on s'éloigne du sujet. Non, on est Ce en que plein vous dans le dites, sujet. c'est que le SMIC européen, il va tirer et risque de tirer les salaires des Français par le bas. Bien sûr, c'est pour ça qu'il ne vrai. faut pas de SMIC européen et que d'ailleurs, on n'en aura pas. Il n'y en aura pas. Florian Philippot, je voudrais faire... Je vais d'abord vous demander, si vous voulez bien, tous les 7, de me dire qui est pour la suppression de la directive des travailleurs détachés à main levée. Voilà. Yann Brossat, François Asselineau, Florian Philippot. Ah ben vous aussi, ça fait des... Finalement. Moi, je ne peux pas répondre parce que d'abord, je dois demander à mes électrices et à mes électeurs. D'accord. François Asselineau. Écoutez, on parle pour ne rien dire. Ah Ça bah. n'est pas d'abord dans le pouvoir des parlementaires européens de changer la directive des travailleurs détachés. Ça se traite d'État à État. Monsieur Macron, que vous avez soutenu, Monsieur Lagarde. Monsieur Macron, contre Madame Le Pen, oui, Monsieur Asselineau. Monsieur Macron s'est rendu en Bulgarie l'été dernier et a fait un tour des popotes des pays de l'Est pour essayer d'avoir la suppression de la directive des travailleurs détachés, où on a compté fin 2017 516 000 travailleurs détachés. Et ce matin, j'étais chez un de vos confrères, quelqu'un m'a dit que c'était une fake news. Non, c'est un vrai chiffre, c'est tiré du dernier rapport de la Cour des comptes. Eh bien, Monsieur Macron, il est reparti gros gens comme devant, parce qu'en gros, il a eu quelques toutes petites réformes cosmétiques, mais l'essentiel est toujours là. C'est-à-dire que tant qu'on restera dans un périmètre artificiel, où l'on met des pays qui sont des pays riches, des pays d'Europe de l'Ouest, avec des pays qui sont pauvres, des pays d'Europe de l'Est, on essaie d'avoir une pierre philosophale qui ne marche pas. Il est bien évident que les pays de l'Est essayent d'obtenir de l'avantage compétitif qu'ils ont en matière de salaire et de charges sociales, un transfert massif des emplois vers eux-mêmes. C'est tout. Et donc, si protéger les Français, ça veut dire sortir de l'Union européenne. Sinon, ça fait 40 ans qu'on va tous les 5 ans nous expliquer ça. Non, d'une pipe, il faudrait quand même que les téléspectateurs comprennent que s'ils votent pour les mêmes, ils auront les mêmes résultats. François Asselineau, merci. Francis Lalanne, protéger les Français, ça peut aussi mettre des règles. Ça peut consister à mettre des règles. Bien sûr, madame, et des règles en France. Et des règles en Europe. Oui, mais justement... Comme la directive. Vous ne stipulez pas pour autrui. Vous n'êtes pas bulgare, vous n'êtes pas roumain, vous n'êtes pas polonais ni estonien. Ce que je voulais dire simplement... Enfin, que je sache. Ce que je voulais dire simplement, c'est que rien n'oblige un État-nation à appliquer une directive ou une recommandation sauf à sortir de l'Union européenne. Mais rien, il n'y a aucun moyen en Europe de contraindre, s'il vous plaît, il n'y a aucun moyen européen de contraindre un État-nation à suivre une directive ou une recommandation. La preuve, ils ne suivent que ceux qu'ils veulent suivre et pas ceux qu'ils ne veulent pas suivre. C'est faux, monsieur. C'est la vérité. Qu'est-ce que c'est, monsieur ? C'est qu'avec la même monnaie, le même marché, les mêmes règles, il y a des pays qui s'en sortent bien, des pays qui s'en sortent mal. Pourquoi ? Parce que c'est la France qui a fait les mauvais choix et c'est pas du tout l'euro. Vous savez, c'est toujours pareil avec des gens d'extrême droite. On fait le Moi, je suis pas extrême droite, on fait le bouc émissaire. L'extrême droite, elle est d'accord avec vous, elle défend l'euro maintenant. En tout cas, vous êtes suffisamment extrémiste. Elle défend l'euro avec vous, Vous Madame êtes Le Pen. suffisamment extrémiste pour ne pas être capable d'écouter un raisonnement. Vous m'insultez, je vous Premier réponds. point. Vous m'insultez, je vous réponds, et vous insultez mes électeurs. vous On a avez des gens de lancé- la gauche, du centre et de la droite avec nous. Vous avez Voilà, longtemps été avec un parti d'extrême droite, que Qui est vous, ayez d'accord voulu avec en, vous. Voilà. que vous ayez voulu en sortir ou vous en êtes fait virer, on s'en fiche. Bon. Non, je l'ai quitté parce qu'il est devenu l'euro- d'accord avec vous. L'euro. Attendez, monsieur Brézé. Allez-y, allez-y. Parce que sinon, moi, je le fais à tout le monde. Allez-y, Bon. allez-y. Mais très bien, Voilà. c'est clair. Voilà. François Asselineau, donc vous dites l'euro, non.
Alors moi, ça fait mais les déficits, la dette, tout ça, ça vous parle quand ça fait 12 ans que j'ai créé un parti politique. Oui, c'est pas nouveau, c'est vrai. Mais attendez, ça fait 12 ans que j'ai créé un parti politique pour dire qu'il fallait que les Français sortent de l'Union européenne et de l'euro. J'entends ici beaucoup de choses qui sont des inexactitudes assez extraordinaires. Lorsque M. Lagarde, par exemple, prétend trouver 6 milliards d'euros dans le fait que l'Angleterre s'en va, il se moque du monde. En réalité, il y a un manque à gagner extraordinaire. C'est exactement ce que les pays européens donnent à la Grande-Bretagne. Je ne me moque pas du monde. Oui, sauf que vous oubliez que la Grande-Bretagne verse auparavant 15 ou 18 milliards à l'Union européenne. C'est-à-dire que... Si. C'est le solde net. Non, c'est absolument faux. C'est-à-dire, d'ailleurs, c'est tellement vrai. On va vérifier. C'est tellement vrai. C'est tellement vrai que le Royaume-Uni était contributeur net malgré le chèque Thatcher. C'est-à-dire que la sortie de l'Union européenne va nous coûter beaucoup d'argent et ne va pas nous donner des marges de manœuvre budgétaires. Lorsque j'entends 500 milliards, 3000 milliards, ce sont des prêts de la BCE, ce ne sont pas des dons qui sont... Non, mais on a compris, vous ne voulez pas de l'euro. Moi, je voudrais vous interroger sur les déficits et les 3%. Attendez. Alors, nous, ce que nous voulons, c'est récupérer une monnaie nationale, oui, ça, parce que c'est consubstantiel à la démocratie. Bien sûr, on l'a compris. Et au niveau de vie des Français. Je voudrais ici m'adresser notamment à toutes les personnes qui constatent que leur niveau de vie dégringole. C'est la conséquence directe du fait que nous avons la même monnaie que l'Allemagne. Et comme nous ne pouvons pas déprécier le franc, comme on le faisait auparavant vis-à-vis du Deutschmark, lorsque la compétitivité économique de l'Allemagne grimpait plus vite que la nôtre, eh bien nous sommes obligés de faire ce que les économistes appellent, nous sommes obligés de faire ce que les économistes appellent une dévaluation interne, c'est-à-dire peser sur les salaires et diminuer constamment le niveau de vie des Français. Voilà la réalité. Je voudrais m'adresser aussi aux retraités, parce qu'il y a beaucoup de retraités qui croient « Oh là là, si on sort de l'euro, que vont devenir mes retraites et mon patrimoine ?» Il devrait faire attention à ce qu'a dit Joseph Stiglitz, prix Nobel d'économie américain, qui a dit « Ce sont les pays qui sortiront les premiers de l'euro qui s'en sortiront le mieux. » Nous prenons un engagement vis-à-vis des retraités. Lorsque nous sortirons de l'euro, nous prenons comme engagement que les retraites seront corrélées à un panel de monnaie avec le dollar et le franc suisse. On ne peut pas faire mieux pour garantir le niveau de vie des retraités. Ce tour de table. Et juste avant, une précision, puisque chaque fois qu'il y a un débat, on essaye de vous éclairer. Eh bien, la Grande-Bretagne, par rapport au budget européen, elle est contributrice nette. Donc, c'est Jean-Christophe Lagarde qui avait vrai. Elle est contributrice à hauteur de 5,3 milliards d'euros. Qui avait tort, donc c'est moi qui avais raison. Pardon, dit quoi? Vous avez raison. C'est moi qui avais raison. Voilà, c'est Monsieur Asselineau qui avait raison. Elle est contributrice nette quand elle quitte l'Union européenne. Pour aller jusqu'au bout, Monsieur Pujadas, on perdra au budget de l'Union européenne 5,3 milliards net. Ceux qui prenaient en charge une part britannique, dans la plus grande part, c'est la France, puisque l'Allemagne avait réussi à obtenir un rabais que nous n'avons pas obtenu. Donc on y gagne, nous, plus que d'autres. Non, mais non, il faudra combler... Alexis, Alexis, pour savoir... C'est dans votre programme, je suis pour protéger la nature et la santé des Français. Mais pardon, qui pourrait dire le contraire? Non, franchement, c'est la seule proposition que vous ayez. Non, c'est pas la seule proposition. Je dis bien d'autres choses. Je dis que la construction européenne, les traités européens, sont par nature anti-écologiques. Ils favorisent une agriculture hyper intensive, avec une agriculture qui vient de parfois 1000, 10 000 kilomètres. Ils favorisent les délocalisations industrielles, notamment en Chine, notamment dans des pays qui ne respectent absolument pas les contraintes environnementales. Ils favorisent une noria de bateaux, de tankers qui viennent apporter, qui déversent parfois des conteneurs en plein océan et qui viennent apporter des produits bruns, des produits blancs, des réfrigérateurs, des ordinateurs, etc., depuis l'autre bout du monde. Si on sort de l'Europe, on sera plus écolo. Mécaniquement. Il se trouve que l'Union européenne favorise justement l'hyperconsommation, c'est également marqué dans les traités, c'est la loi de l'argent, la loi du profit et la loi de la consommation maximale. Ça, c'est dans les traités, c'est dans les gènes des traités. Par ailleurs... Oui, c'est quand même au cœur du capitalisme aussi quand même. Par ailleurs, mais oui, mais attendez-vous... Depuis toujours. Non, mais vous, c'est la seule explication. Le problème, c'est que les traités européens, ils s'appliquent immédiatement. Et que sous l'impact de ces traités, nous avons effectivement une dégradation de l'environnement. Mais le plus extraordinaire, c'est que les pays d'Europe sont ceux qui sont finalement les moins polluants. Et si on doit réfléchir à protéger la nature, ça n'est pas au niveau européen que la question se pose, c'est au niveau planétaire. Je terminerai en disant deux choses. La France n'a pas pu interdire le glyphosate parce que sur les 28 pays, il y en a 18, dont l'Allemagne, qui a voté contre l'interdiction. Et elle a donc décidé de faire cavalier seul. Non, attendez, non. Pas du tout, Macron a dit non. Le petit Vietnam tout seul a décidé d'interdire le glyphosate parce qu'il est souverain. Deuxième chose, quel est le champion du monde de la transition écologique ?
la Suisse, qui n'est pas membre de l'Union européenne. Alors, je voudrais juste que vous soyez attentifs. 80e colistier dont le nom n'est pas connu sur toutes les listes de ceux qui veulent rester dans l'Union européenne, qui s'appelle Monsanto. Parce que je suis désolé, vous pouvez avoir toutes les meilleures, je n'entends que des bonnes intentions ici, toutes les meilleures intentions du monde, il se trouve qu'au Parlement européen, comme à la Commission évidemment, c'est le règne absolu des lobbies. Et que c'est un système qui sécrète naturellement une soumission aux lobbies. Et donc ça, vous êtes d'accord. Vous êtes d'accord. Oui, mais moi je suis conséquent. Je ne dis pas il faut sortir de telle ou telle politique. Non, je dis il faut sortir de l'Union européenne pour pouvoir mener au niveau national une politique conforme. Laquelle ? Les lobbies sont présents en France, à Paris comme à Bruxelles. Capitale mondiale des lobbies, Bruxelles. Il y en avait 1000 en 1980, il y en a 20 000 aujourd'hui. Mais si le pouvoir vient à Paris, ils vous suivront. Hein. Ah bah, écoutez, on peut avoir des responsables un peu honnêtes. On peut avoir des responsables politiques un peu honnêtes. Mais ce système, on peut avoir des responsables un peu honnêtes. On peut avoir des responsables politiques un peu honnêtes. Mais ce système, on peut avoir des responsables un peu honnêtes. On peut avoir des responsables politiques un peu honnêtes. Mais ce système. Voilà. Ce que je trouve extraordinaire quand même, c'est qu'à chaque fois qu'on aborde quelque sujet que ce soit, on en arrive tous en fait à la même conclusion, c'est que l'Union européenne ne marche pas. Bah non. Et qu'il faut se soustraire à tout le temps. Écoutez, alors là, c'est pas tout à fait le constat. vous voyez ce que disaient les communistes dans les années... Arthaud, elle dit c'est l'entreprise, le groupe international. Les communistes français dans les années 50, 60, 70, ils disaient qu'il ne fallait pas entrer dans cette Europe sous influence américaine. Donc la France ne marche pas très bien non plus. Non, c'est sûr, mais nous proposons de sortir de l'Union européenne. Mais nous n'avons toujours pas compris quel est votre programme, puisqu'à part tout critiquer tout en restant dans l'Union européenne, c'est de se battre. Se battre. Comment on se bat en France? Il y a 79 députés français, vous en aurez peut-être quelques-uns sur 751. Et en plus, dans d'autres pays, il y a des gens qui ont envie de se battre. En plus, ils n'ont pas le pouvoir de modifier les traités. Seuls les gouvernements ont le pouvoir de modifier les traités. Et il faut donc 28 accords gouvernementaux et 28 accords de Parlement, 56 accords pour modifier les traités. Et tout ceci pour aller dans votre sens. Vous croyez vraiment que le Luxembourg sera d'accord alors qu'il faut l'unanimité? Vous ne croyez pas au rapport de force, monsieur Non, Asselineau, je ne crois pas dans le rapport de force parce que on a le droit d'avoir des nuances. Non, parce que les pays... Voire des divergences. Non, les pays de l'Est, les pays du Nord de l'Europe, le Luxembourg, Malte, Chypre refuseront votre programme, quoi qu'il en soit. Vous êtes très défaitiste. Non, c'est pas du défaitisme, c'est du réalisme. Allez, avant de passer à l'immigration avec elle, il faut accueillir davantage. Il faut accueillir et organiser l'accueil, c'est-à-dire intégration et capacité tout simplement. Juste pour préciser, parce que je voudrais poser. Juste pour préciser d'une phrase. Je crois aussi en l'assimilation. 11 minutes 30 pour monsieur. Non, mais tout monsieur Asselineau, vous inquiétez pas. Monsieur, attendez, moi je crois aussi. Vous pouvez faire expliquer. Vous aurez une phrase. Vous l'aurez. On vient vers vous, monsieur Asselineau. Moi aussi, bien sûr que moi aussi, je connais beaucoup de Français d'origine étrangère qui sont parfaitement dans la culture française, dans notre pays, qui apportent beaucoup. Mais ce que je dis, c'est que ce magnifique exemple républicain d'assimilation, il n'est pas jouable avec des centaines de milliers de personnes par an. C'est tout. Monsieur Asselineau. Allez-y. Bon, d'abord, moi, je voudrais dire que des frontières, il y en a partout. Tous les États du monde ont des frontières et les font respecter. La France aussi. Ce dont on parle, c'est Schengen. C'est quand on va en Belgique, en Allemagne, en Espagne, en Italie. Mais quand vous prenez un avion pour aller à New York, à Djerba ou à Moscou, vous passez des frontières. Donc, il faut arrêter de fantasmer sur les frontières. D'ailleurs, j'observe que ceux qui ont une phobie des frontières à l'intérieur de l'Union européenne sont les premiers, comme M. Lagarde, à vouloir en mettre à l'extérieur de l'Union européenne. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il faut rappeler que les traités européens, depuis le traité d'Amsterdam, ont transféré tous les pouvoirs en matière migratoire à la Commission européenne. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il y a tous ces problèmes et qu'on est obligé de négocier avec les autres pays. C'est les articles, 67, 77 et 78 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Nous, ce que nous disons par ailleurs, c'est que les questions migratoires sont des questions, et là je suis tout à fait en désaccord avec M. Philippot, sont des questions qui touchent à l'être humain. Ce sont des questions qui sont difficiles. À l'UPR, dans notre mouvement politique, nous avons 15% de nos adhérents qui sont des Français d'origine immigrée. Eh bien, vous demandez un référendum, je ne me trompe pas? Oui, nous disons qu'il faut qu'il y ait un grand débat national sur ces questions, parce que personne, et je crois que Mme Laguier l'a dit elle-même, personne ne quitte son... Madame Arthaud. Voilà, on fait les présentations. Nathalie Arthaud, Arlette Laguier. C'était un peu avant. Madame Arthaud l'a dit elle-même. Madame Arthaud l'a dit elle-même, les personnes ne quittent son pays par plaisir. Ils l'ont quitté sous les bombes de l'OTAN, sous les bombes de la France en Libye, etc., etc. Monsieur Asselineau, pardon, vous n'avez pas tout à fait répondu à la question d'Alexis. La question d'Alexis. Et un référendum sur la de Schengen ou pas. Si vous faites un référendum, vous aurez bien, vous, une position. Vous, ça sera de dire quoi? Il faut continuer Schengen? Non, nous aurons un grand débat national. Non, mais vous, est-ce qu'il faut accueillir davantage ou est-ce qu'il faut fermer les portes? Vous ne voulez pas répondre comme Francis Lalanne tout à l'heure? Non, attendez, tout à l'heure. Nous aurons un grand débat national sur le sujet. Mais ce que je veux dire, c'est que le verrou numéro 1 à faire sauter,
c'est notre appartenance aux traités européens. Oui, mais ça on ne sait. peut rien. Mais oui, sur on le sait, mais l'immigration, fondamental. D'abord, vous votre pensez quoi? opinion Vous en sur voulez l'Europe. plus ou vous en voulez moins? Je On n'a pas dis que compris. c'est aux Français de trancher. Mais vous, vous Ah n'avez bah, pas d'avis. Mais Monsieur Brézé, est-ce que moi je peux dire Mais tous, je voudrais vous faire réagir quand on parle d'Europe et de migrants à cette photo-là. Une photo, la photo de messieurs Orban et Salvini. Monsieur Salvini était en visite en Hongrie. Ils se sont rendus à une des frontières extérieures de l'Union, frontière avec la Serbie, où monsieur Orban a érigé des barbelés. Monsieur Orban ne veut pas entendre parler d'un modèle multiculturel dans son pays. Il refuse absolument d'accueillir des migrants. Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on fait quand on parle de solidarité européenne avec M. Orban? Salvini, Madame Le Pen, qui représente, ou qui dit qu'elle représente la France, fait des câlins avec quelqu'un qui veut donner 55 000 € d'amende à une personne... Alors, on a vérifié, c'est 5 500, hein, c'est pas 55 000, mais enfin bon, on vous fait grâce d'une échelle de 10. Vous voyez ce que je veux dire? Mais qu'est-ce qu'on dit à M. Orban? Comment on fait avec Viktor Orban? On veut donner une amende à quelqu'un qui veut sauver la vie d'un être humain. Est-ce que c'est ça l'image de la France? Comment on fait avec la Hongrie? D'un mot, comment on fait avec la Hongrie et avec la Hongrie et avec une bonne partie des pays d'Europe centrale. On a aujourd'hui, au cœur de l'Europe, indiscutablement, un poison qui est un poison nationaliste, raciste, xénophobe. C'est le cas de M. Orban. Oui, c'est le cas de M. Orban. Je vous informe qu'en Hongrie, dans les manuels scolaires, sont désormais inscrits le principe des inégalités d'aptitude entre les garçons et les filles. Ça ne s'arrête jamais, cette affaire. Ça commence par les migrants, ça se poursuivra sur l'égalité femmes-hommes. Quelle réponse de l'Europe? Indiscutablement, aujourd'hui, ceux qui bénéficient de l'essentiel des transferts de richesses, parce que l'Union est une union de transferts, et qui sont les nouveaux États membres, doivent être mis d'abord au courant de ce que sont les valeurs de la construction européenne, et nous ne pouvons pas accepter aujourd'hui que Orban, Salvini dictent leur agenda et la responsabilité la plus éminente. Pardon, mais moi je ne dirige pas un pays européen. Ils sont élus démocratiquement. Non, mais bien sûr. Mais la responsabilité la plus évidente, quand Orban a remis en cause la liberté de la presse, quand il a remis en cause l'indépendance de la justice, c'est le silence assourdissant de l'Union européenne devant. Non, mais le silence assourdissant de l'Union européenne devant la remise en cause de grands principes. Personne n'a à dire. Est-ce que vous pouvez les vivre si Orban dit moi je ne veux pas prendre mon quota de migrants? C'est ça la question. Eh bien, moi je vous dis très simplement les choses. Il ne veut pas participer à la solidarité. Eh bien, la solidarité financière de l'Europe à l'endroit de la Hongrie sera remise en cause. C'est pas possible aujourd'hui de choisir dans quel domaine on est solidaire et de bénéficier aujourd'hui des principaux transferts de richesses. Jean-Christophe Lagarde, qu'est-ce qu'on fait face à Viktor Orban, face à la Hongrie, face à ces pays qui disent nous n'en voulons pas, nous voulons rester entre nous? Dans le système que je décrivais, chaque pays définit qu'il doit accueillir. Je ne crois pas qu'on puisse imposer à un pays d'accueillir des gens qui ne veulent pas au nom de l'Union européenne, parce que sinon, évidemment, il va vite quitter l'Union européenne si vraiment il n'en veut pas. Surtout s'il n'en a pas besoin. Parce qu'en réalité, les pays qui ont besoin d'accueillir doivent montrer qui et comment et en quelle quantité ils sont capables d'accueillir. Et c'est la protection, le visa et la protection des frontières en commun. Dernière chose, il faut aussi faire en sorte... Donc, à la Hongrie, c'est le droit le plus absolu d'un pays dans l'Union de dire... Vous répartissez, vous, si vous voulez. Vous avez aimé, non, mais je vous pose la question. Non, mais on a aimé le Brexit, on aurait évidemment une révolte de peuple qui dirait mais je ne vois pas pourquoi j'accueillerais des gens à qui je n'aurais pas de travail, pour qui je n'aurais pas de logement, etc. Deuxième chose, la solution... Hongrie, c'est pas le sujet. Quand je parlais de gestion... C'est un sujet économique en Hongrie. Moi, je suis bien en train de parler pour le compte de la volonté d'un pays d'accueillir. Et d'ailleurs, si on le prenait autrement, vous imaginez imposer des gens à un pays qui n'en veut pas, vous imaginez dans quelles conditions ils vont effectivement être accueillis. Pas le menu. Deuxième chose, on ne parle jamais, et je voudrais en parler, de la solution principale. L'essentiel de l'immigration arrive au continent européen, vient en l'occurrence du continent africain. Et si on ne s'occupe pas du développement du continent africain, on ne gérera pas le continent. Ça fait 40 ans qu'on entend ça. C'est parce qu'on l'a pas fait. Et l'Union européenne n'a pas pour le compte. Si vous dites c'est l'Union européenne qui va développer le continent africain, on revient 100 ans en arrière. Je pense que c'est notre intérêt d'investir massivement là-bas, parce que si on ne le fait pas, et si l'Afrique s'effondre, à ce moment-là, le problème migratoire deviendra ingérable en Europe. Nous sommes les seuls voisins de l'Afrique. Rappelez-le. François Asselineau, que fait l'Europe quand un pays ne veut pas accueillir davantage? Sur une fake news de M. Lagarde qui a osé dire que c'était un mensonge de dire que l'Union européenne s'occupait de questions migratoires. Je demande à votre vérificateur de voir ce que sont les articles 67, 77 et 78 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Deuxièmement, il ne faut pas confondre les migrants, notamment les migrants économiques, et les réfugiés. S'agissant des réfugiés, il y a quand même un organisme onusien qui s'appelle le Haut Commissariat pour les réfugiés, dont le devoir, normalement, devrait être de répartir les réfugiés, pas seulement d'ailleurs. Oui, non, mais là, on parle de l'Europe. On parle de l'Europe. Est-ce qu'il peut y avoir un mécanisme de répartition en Europe? Les réfugiés traversant la Méditerranée pourraient être relocalisés dans des pays de l'ensemble de l'Organisation des Nations Unies. Vous dire ailleurs, pourquoi pas, aux Émirats Arabes Unis, en Arabie Saoudite, au Koweït, qui sont des pays très riches. Pourquoi est-ce que seule l'Europe devrait être le fardeau? L'organisme des Nations Unies, nous voulons revaloriser les Nations Unies, le Haut Commissariat pour les réfugiés. S'agissant d'immigrants économiques,
Je voudrais rappeler que la France verse par les fonds européens beaucoup plus d'argent aux Estoniens, aux Lettons par habitant, aux Hongrois, aux Polonais, qu'aux pays du Sud. Nous versons actuellement, la Hongrie bénéficie de 900 millions d'euros par an de l'Union européenne en contribution, en bénéfice net. Non, ce que nous disons, c'est que si nous sortons, nous, de l'Union européenne, eh bien cette aide que nous versons, nous allons la réorienter vers les pays d'Afrique pour que, justement, ils puissent se développer et qu'ils puissent y maintenir leur population. Bien, il reste... Scission par rapport à Orban, l'Europe ne peut pas contraindre M. Orban à enlever ses barbelés. Ça, c'est le vrai problème de l'Europe. L'Europe ne paye pas d'impôts, l'Europe n'a pas de loi, l'Europe n'a pas de constitution, l'Europe est une fiction. Moi, je pense qu'il y a une grande aventure à proposer aux êtres humains. C'est l'Europe des peuples, celle dont parlait Victor Hugo, et pas l'Europe du fric, pas l'Europe de M. Juncker qu'on va dégager dès qu'on va rentrer à l'Assemblée européenne. Qu'a dit exactement Victor Hugo au Congrès de la paix du 21 août 1849 ? Un jour viendra où vous, France, vous, Russie, vous, Italie, vous, Angleterre, vous, Allemagne, vous, toute nation du continent, sans perdre vos qualités distinctes et votre glorieuse individualité, vous vous fondrez étroitement dans une unité supérieure et vous constituerez la fraternité européenne. Un jour viendra où il n'y aura plus d'autre champ de bataille que les marchés s'ouvrant au commerce et les esprits s'ouvrant aux idées. Un jour viendra où l'on verra ces deux groupes immenses, les États-Unis d'Amérique et les États-Unis d'Europe, placés en face l'un de l'autre, se tendant la main par-dessus les mers, échangeant leurs produits, leur commerce, leur industrie, leurs arts, leurs génies, défrichant le globe, colonisant les déserts, améliorant la création sous le regard du Créateur avec un grand C, donc sous le regard de Dieu, et combinant ensemble pour en tirer le bien-être de tous ces deux forces infinies, la fraternité des hommes et la puissance de Dieu. Et Victor Hugo continue en disant « Supposez que les peuples d'Europe, au lieu de se défier les uns des autres, de se jalouser, de se haïr, se fussent aimés, supposez qu'ils se fussent dit qu'avant même d'être français ou anglais ou allemand ou on est homme et que si les nations sont des patries, l'humanité est une famille, savez-vous ce qui serait arrivé? La face du monde serait changée. Les isthmes seraient coupés, les fleuves creusés, les montagnes percées, les chemins de fer couvriraient les deux continents, la marine marchande aurait centuplé et il n'y aurait nulle part ni lande, ni jachère, ni marais. On bâtirait des villes là où il n'y a encore que des solitudes. On creuserait des ports là où il n'y a encore que des écueils. L'Asie serait rendue à la civilisation. L'Afrique serait rendue à l'homme. Ça veut donc dire qu'en Asie, il n'y a pas de civilisation. Ce sont des barbares. Et quant à l'Afrique, ça veut dire qu'il n'y a pas d'hommes dedans. Ce sont des singes. Sauf, pardon, Benoît Hamon qui a un peu d'avance. Sinon, vous êtes tous... conseiller à Mme Artaud et à M. Lalanne de relire le discours de Victor Hugo de 1849, parce qu'ils auraient honte de ce qu'il y a. Non, vous allez voir qu'on va y venir. Il est question de rendre l'Afrique à l'homme et l'Asie à la civilisation par les colonies pour arrêter les révolutions. On ne parlait pas, vous avez sûrement dit des sottises aussi dans votre vie, Victor Hugo aussi. Mais je vais vous citer une phrase. Il ne faut pas le citer. Francis Lalanne a raison. On cite autre chose. Et moi, j'ai une citation de Victor Hugo que j'adore. L'Europe ne peut pas être tranquille si la France n'est pas contente. Eh bien, c'est ce qui se passe en ce moment. La France n'est pas contente. Et tant que la France ne sera pas contente, on ne laissera pas l'Europe tranquille. Merci Alexis. Merci Alexis entre vous. Pour votre conclusion, vous aviez choisi une image au départ, de choisir un personnage, de choisir une personnalité. Alors une personnalité célèbre, une personnalité anonyme, une personnalité fictive, une personnalité qui a existé ou qui existe. Et le tirage au sort vous a désigné Nathalie Arthaud pour commencer. Vous nous dites la personne que vous avez choisie. On va découvrir cette image. Non, j'ai refusé de jouer à la personne parce que justement... On en voit une quand même. Voilà, c'est une ouvrière. Vous avez zoomé dessus. Alors, bon... non. Un ouvrier, pardon. Parce que moi, je pense que justement... c'est pas c'est des, c'est une multitude de travailleurs, effectivement, et que tous peuvent s'ériger en meneurs si effectivement ils se battent. En tout cas, moi, ma confiance pour changer les choses, je la place là, voilà. Je la place là, et quand j'entends encore une fois... Un ouvrier, pardon, Nathalie Arthaud, de préciser, un ouvrier dans une assemblée de travailleurs de Ford en Roumanie, où Ford va ouvrir une nouvelle filiale de production où seront fabriqués les nouvelles modèles de Fiesta. Voilà, je précise parce que c'est ce que vous nous aviez demandé. Oui, et donc qui se battent, et ma confiance, encore une fois, elle va là, parce que moi, je suis convaincue que, effectivement, et j'appelle dans ces élections, les travailleurs qui sont conscients que leur sort, justement, est entre les mains de ces grands groupes, entre les mains de ce grand capital, de le dire, d'exprimer leurs intérêts, leur conscience, de rejeter, justement, tous ceux qui défendent cet ordre bourgeois, alors qui le masquent derrière cette Union européenne qui serait responsable de tout, mais c'est de rejeter cet ordre social et d'affirmer, y compris dans les urnes, que non, le capitalisme, il n'est pas éternel, et que les travailleurs, ils ont intérêt, effectivement, à se battre contre cette classe-là, à changer toute la société. Et moi, je suis convaincue que les États-Unis d'Europe, eux, ils le réaliseront s'ils prennent les choses en main, si, effectivement, ils prennent le pouvoir.
Francis Lalanne, c'est à vous, mais je crois que vous nous avez déjà en partie dévoilé votre choix. Oui, mais alors je ne vais pas reparler de Victor Hugo. Ah bah si, c'est la personnalité quand même que vous avez choisie. choisie. Voilà, mais ce que je voudrais reparler, en revanche, des valeurs, si vous permettez. On a beaucoup parlé de règlements, de directives qui ne sont pas des obligations, mais qui sont des objectifs. Mais on a peu parlé de valeurs, et en fait, je pense que c'est de ça aujourd'hui dont les gens ont besoin. C'est qu'on reparle des valeurs, de l'amour, de ce qui doit relier les êtres humains. Et je pense que s'il y a un problème avec ces 9 milliards de personnes aujourd'hui qui sont tous endettés, tous affamés, c'est parce qu'on se trompe de logiciel et qu'on choisit la compétition plutôt que la coopération, qu'on choisit le consumérisme plutôt que la modération, qu'on choisit la soumission plutôt que la responsabilité individuelle et l'implication du citoyen dans la vie de la cité. Et parce qu'on ne connaît plus, on ne sait plus ce que c'est que l'égalité, qui ne doit plus être simplement un vain mot ou une utopie, mais le chemin que nous devons choisir de prendre ensemble pour une justice sociale retrouvée. Je voudrais, et je souhaite de tout mon cœur, en tant que gilet jaune, qu'on puisse aller parler comme ça à l'Assemblée européenne. Voilà. Florian Philippot, la personnalité que vous avez choisie pour conclure. Et qui incarne à vos yeux la vision de l'Europe. C'est la chancelière Merkel, parce que je suis réaliste, c'est la réalité aujourd'hui. Voilà. Toutes les politiques menées, commerciales, l'euro, travail détaché, l'élargissement à l'Est, tant d'autres, l'agriculture chimique, c'est au service et au bénéfice de l'Allemagne. J'en veux pas aux Allemands, ils défendent leurs intérêts, j'en veux aux dirigeants français de ne pas défendre les nôtres. Et ça, c'est un véritable problème. Je veux dire aux Français qui nous ont regardés, là, vous avez eu un débat sur l'Europe. Mais monsieur Macron, lui, il essaie de vous enfermer dans un 3e tour de la présidentielle en désignant une opposition officielle, qui est le Rassemblement national. Vous savez, c'est toujours mauvais signe quand on désigne une opposition officielle. Ça veut dire qu'on la souhaite face à soi pour gagner. Et on sait que depuis le débat de second tour calamiteux, M. Macron souhaite évidemment repasser en 2022 grâce au même débat. Ne vous laissez pas enfermer. M. Macron et Mme Le Pen, ils font pas un duel, ils font un duo. Ce macropénisme, avec cette idée de qui aura le plus gros score entre les deux, n'est pas l'élection européenne. L'élection européenne, c'est de savoir si on reste ou si on sort. Si vous voulez sortir de l'Union européenne, faites pas des calculs tacticiens, votez pour une liste qui veut sortir de l'Union européenne. Moi, j'ai fait une liste avec une liste de gilets jaunes. Ils ont compris que le RIC, la justice sociale, la justice fiscale, le pouvoir d'achat, ça se faisait pas dans l'Union européenne. Moi, je propose simplement aux Français de voter avec leur cœur, avec leur tripes, avec leurs convictions, avec leurs raisons, et de voter simplement pour ce qu'ils veulent dans cette élection européenne, sortir de l'Union européenne. Benoît Hamon, vous étiez très en avance, donc assez brièvement, s'il vous plaît, vous nous dévoilez la personnalité que vous avez choisie. J'ai choisi Hugo également, parce que Hugo, quand il parlait des États-Unis d'Europe, il annonçait une Europe dans laquelle il serait aussi improbable que l'Angleterre et la France se fassent la guerre que les villes d'Amiens et de Rouen. Et l'Europe est venue, et la paix avec. Mais je pense qu'elle est fragile. Pourquoi ? Parce que nous nous sommes assoupis, que nous avons laissé la place à la technocratie, au lobby privé, oublié l'intérêt général. Le nous, ce sont les Européens. Et qu'aujourd'hui a grandi au cœur de l'Europe une internationale xénophobe, raciste, qui fait des migrants et des musulmans ses cibles numéro 1. Et que face à cette internationale-là, les démocraties libérales apparaissent faibles, voire même elles leur cèdent. C'est la raison pour laquelle le 26 mai, il ne faut pas tricher. Il ne faut pas tricher sur le fond. Il faut avoir une liste transnationale, il ne faudra pas non plus tricher sur les alliances, point que nous n'avons pas évoqué aujourd'hui. Et je le dis, l'engagement que je prends, demain député européen, ce sera de travailler avec les écologistes et la gauche. Mais on ne peut pas, à cette élection européenne, avoir un bulletin de vote prétendument de gauche et s'allier avec M. Macron une fois à Bruxelles. Parce que ce serait tricher, et aujourd'hui, nous n'avons plus le droit de tricher. François Asselineau. François Asselineau, vous avez choisi pour conclure une personnalité, vous aussi, laquelle ? J'ai choisi Galilée. Galilée, qui est un Italien qui, en 1633, a été condamné par la Sainte Inquisition parce qu'il avait tout simplement découvert, en regardant le ciel, que les faits contredisaient le dogme. Nous, à l'Union populaire républicaine, depuis 12 ans, nous montrons les faits et nous montrons que le dogme européiste est un dogme qui va s'effondrer. C'est un dogme, c'est faux. Fait après fait, on montre que cette idée, qui est une idée d'ailleurs très ancienne, qui remonte non seulement à Victor Hugo, mais qui remonte même au XIIIe siècle, etc., est une idée fausse au XXIe siècle. Il faut avoir des coopérations avec l'ensemble des pays du monde, en fonction de nos intérêts. Et c'est ça qu'ont compris d'ailleurs les Britanniques, qui veulent sortir du Brexit malgré l'opposition de leurs parlementaires. C'est ce que réalisent parfaitement des petits pays comme la Suisse, comme le Singapour, etc. Il faut être en concertation avec l'ensemble des pays du monde. C'est d'ailleurs la vision du monde que nous avait laissée Charles de Gaulle. J'invite donc toutes les Françaises et tous les Français à ne pas avoir peur de comprendre qu'il y a une vie après l'Union européenne, et qu'il faut avoir maintenant des députés au Parlement européen qui vont parler de façon sereine, posée, pondérée, de la possibilité de sortir de l'Union européenne pour se libérer de ce carcan. C'est la ligne Frexit de l'Union populaire républicaine. Vous me permettrez de glisser un dernier mot, parce que j'étais un petit peu en retard par rapport aux autres. Non, vous avez beaucoup d'avance sur certains aussi. D'appeler effectivement toutes les personnes qui m'écoutent à venir à notre dernier grand meeting à Paris, au Doc de Paris, le 24 mai. Nous avons fait beaucoup de meetings à travers toute la France avec des centaines de personnes. Nous avons une très bonne dynamique. J'espère que nous allons avoir un résultat qui va surprendre les Français. Yann Brossa, vous avez... Plus de temps, mais un petit peu, quelle est la personne que vous avez choisie pour conclure ?
J'ai choisi Marie-Hélène Brolard, elle est ouvrière depuis 42 ans dans le textile et elle est deuxième sur la liste du Parti communiste que j'ai l'honneur de conduire. Si elle est élue, elle sera la première femme ouvrière à entrer au Parlement européen depuis 30 ans. Cela fait 30 ans qu'il n'y a pas eu d'ouvrière au Parlement européen. Quand on sait à quel point le Parlement européen est aujourd'hui dominé par les lobbies et par le monde de la finance, on se dit, je crois, nombreux, que ça ferait du bien d'avoir une ouvrière qui leur tienne tête au Parlement européen demain. Je veux dire aussi à celles et ceux qui nous écoutent, qui nous regardent, que c'est possible, qu'il est possible qu'elle soit élue, parce qu'avec 5%, on fait rentrer 5 députés européens. Ce serait 5 députés européens supplémentaires d'une gauche authentique et sincère et 5 députés européens de moins pour M. Macron et pour Mme Le Pen. Ça vaut donc la peine de se déplacer le 26 mai prochain. Et en tout cas, je suis convaincue que nous pouvons réussir à obtenir un très beau résultat. Et puis, on voit bien aussi qu'on est dans un contexte de grande confusion politique. Et je pense que dans ce contexte de grande confusion, on a besoin de gens qui ne changent pas d'avis comme de chemise. C'est le cas des communistes. Et je pense donc que nous avons de bons arguments pour réaliser un beau résultat. Jean-Christophe Lagarde, la figure ou la personnalité que vous avez choisie pour cette conclusion? Jacques Delors, parce que l'Europe est en panne et c'est pas la première fois. Et la dernière fois, c'était dans les années 80, et c'est Jacques Delors qui a trouvé les voies, les moyens pour qu'on sorte de cette panne. C'était d'ailleurs la direction du marché unique puis de la monnaie unique. Et aujourd'hui, on a exactement l'inverse. Malheureusement, un président de la République qui a fait la leçon à tout le monde en Europe, qui a clivé, qui a bloqué, et qui ne parvient pas à redémarrer. Il y a 2 ans, il était un espoir pour l'Europe. Et aujourd'hui, en réalité, il est isolé. Moi, ce que j'essaye de faire, c'est de rassembler des gens de la droite européenne, du centre et même des orphelins de Jacques Delors, pour faire en sorte qu'on puisse remettre la marche avant. Et ça nécessite des projets fédérateurs. Ça nécessite des projets fédérateurs quand je propose la fin des contributions nationales pour casser les égoïsmes européens, et que ce soit non pas le contribuable européen qui paye, mais les Chinois, les Indiens, pour qu'on puisse avoir de grandes politiques. Quand je proposais tout à l'heure le livret d'épargne populaire, quand je veux un bras de fer avec les géants d'Internet pour qu'ils rémunèrent nos concitoyens pour les données qui sont les nôtres et qu'ils utilisent. Bref, une Europe qui nous permette de ne pas subir le monde. C'était l'ambition. Elle a été abandonnée parce qu'on a confié l'Europe à des gens qui n'y croyaient pas vraiment. C'était Jacques Delors, lui, y croyait. Et on a la possibilité de faire ça. Et la raison pour laquelle la liste des Européens correspond à cette ambition d'une Europe qui soit à la fois loyale, efficace et ambitieuse, c'est en réalité la possibilité pour tous les Français de voter vraiment pour l'Europe, vraiment pour une construction européenne, sans être obligé de signer un chèque en blanc à Emmanuel Macron ou de faire fi des désaccords économiques et sociaux qu'ils ont avec lui. Merci. Merci à vous 7 d'avoir participé à ce débat. Christophe Jacquemusine, on vous repasse la parole pour les analyses. Le temps de changer les places. On se retrouve à 20h45. Deuxième grand débat avec Manon Aubry, avec Jordan Bardella, avec François-Xavier Bellamy, avec Nicolas Dupont-Aignan, avec Raphaël Glucksmann, avec Yannick Jadot et avec Nathalie Loiseau. Ils sont tous là. Le grand débat, 20h45. À tout de suite.